Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Michel. Et bienvenue à notre troisième rendez-vous avec vous, Merci. qui nous permet de décrypter les tendances économiques et financières de la planète. Je rappelle que vous êtes président des Cahiers Verts de l'économie, sans aucun doute la meilleure référence en France en matière d'organismes de conseil indépendants en stratégie d'investissement. Merci. Nous allons donc aujourd'hui essayer un peu de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et je vous avoue, Jean-Pierre, je ne comprends plus rien. Le pétrole monte, l'inflation monte dans le monde entier, et pourtant, les indices boursiers n'ont jamais été aussi hauts. Et j'ai même regardé les taux d'emprunt de l'État français depuis le début de l'année, ils sont quasi stables. Or moi, à l'école, j'ai appris que quand l'inflation monte, ça générait du grabuge, et pour les actions, et pour les obligations. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi cette décorrélation. Elle a marché, cette corrélation, au mois de mars, en fait. Après l'entame de la guerre en Iran, le 28 février, au mois de mars, on a vu les taux d'intérêt sur les emprunts l'ont progressé assez fortement, et les actions baissaient. Faiblement, mais elles ont baissé. Voilà. Et c'est à partir du 30 mars qu'on a vu un rebond assez massif des actions, et surtout des actions américaines. C'était très contre-intuitif. Alors, oui et non, parce que d'abord, il y a eu un cessez-le-feu le 8 avril, Ouais. donc il y a eu une atténuation des tensions, alors qui a été suivi de mouvements sporadiques à la hausse, à la baisse, mais quand même, dans la tête des investisseurs, il y a l'idée qu'on ne reviendra pas à la période de tension extrême qu'on a connue au mois de mars, avec un processus de négociation, certes, laborieux, irrégulier, avec des espoirs douchés assez rapidement, puis on revient à la table des négociations, etc. Mais dans l'ensemble, depuis le 8 avril, il y a une amélioration tendancielle. Par ailleurs, il faut quand même bien voir que l'indice SP500 aux États-Unis, l'indice phare de la bourse mondiale, a progressé d'environ 20%, mais l'essentiel, c'est-à-dire les trois quarts, ont été alimentés par la tech américaine. Donc très concentré. Voilà, et la tech américaine n'a pas grand-chose à voir avec la géopolitique ou avec le prix du pétrole, avec l'inflation et même les taux d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement immune, mais elle est quand même assez indépendante de ces évolutions-là. Et la tech, elle, a fait 45% depuis le 30 mars. Et elle, toute seule, elle explique les trois quarts de la hausse. Si vous prenez le SP500 hors tech, vous n'avez qu'une hausse de 8%. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup plus faible. Donc il faut voir que c'est surtout l'indice américain et c'est surtout la partie tech de l'indice américain qui a guidé l'évolution des marchés actions mondiaux. Mais est-ce à dire que la planète est dorénavant immunisée contre un choc pétrolier ? Alors, d'abord, aujourd'hui, par rapport aux chocs pétroliers du passé, si on prend les deux grands chocs pétroliers des années 70, la guerre du Golfe en 90-91, on a eu d'autres mini-chocs pétroliers, notamment il y a eu la Libye en 2011, il y a eu l'Ukraine au début de 2022. C'est pas un gros choc pétrolier, parce que si on regarde l'évolution des prix avant le 28 février, on était autour, les semaines qui ont précédé, autour de $65 le baril de Brent. Si je prends depuis le début du deuxième trimestre, depuis le début avril, on est un petit peu plus de 100. C'est pas négligeable, mais enfin, c'est relativement faible par rapport à ce qu'on a connu. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est beaucoup moins dépendant du pétrole qu'auparavant, ainsi que des énergies fossiles d'une manière générale, puisque l'intensité pétrolière de la croissance, c'est-à-dire la consommation de pétrole par unité de production, par unité de PIB, est beaucoup plus faible qu'il y a 50 ans et même 30 ans ou 20 ans. Donc, à cause de la tertiarisation, à cause des économies d'énergie, à cause du développement du renouvelable, du nucléaire, etc. Donc, on est moins dépendant du pétrole. Et puis, dernier élément que je mentionnerai, c'est qu'il n'y a pas que le pétrole dans l'économie mondiale. Il y a un formidable boom technologique qui alimente effectivement les dépenses d'investissement aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Il y a des pays est-asiatiques qui s'en sortent pas mal, la Corée du Sud, Taïwan, mais également le Japon, qui était quand même une grosse puissance, et même une partie de l'économie de la République populaire de Chine, la deuxième puissance mondiale. Donc il n'y a pas que ça. Il y a des pays aussi qui savent créer des emplois malgré le choc pétrolier. C'est par exemple les États-Unis. Vous voyez, il y a des pays qui ont de la flexibilité, qui ont encore des marges de manœuvre budgétaires, contrairement à nous. Les États-Unis, par exemple, les baisses d'impôts qui ont été décidées dans la loi de finances fédérale de l'an dernier aux États-Unis compensent assez largement
le choc pétrolier sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Donc, il y a toute une série d'autres éléments macroéconomiques qui vous expliquent la relative résilience de l'économie mondiale jusqu'à présent. Je comprends mieux. D'accord. Voilà. Bon, il n'empêche que le contexte global reste quand même assez anxiogène. On va avoir les élections aux États-Unis en novembre prochain, les midterms. On va avoir nos propres élections présidentielles et on sait que la France a un point important en Europe, donc tout le monde va un peu regarder ça. On voit l'endettement des États qui continue. Donc, en matière de stratégie d'investissement, vers quoi on doit s'orienter? Que ce soit à court terme, à 2-3 ans, ou que ce soit à 8 ans, 10 ans. Comment vous appréhendez un peu ces événements-là par rapport à une épargne qui doit être bien gérée et un peu protégée quand même? Je vais jouer un petit rôle de senior, là, vous voyez. Très bien. Vous ne le faites pas. Non, merci, mais qui en a connu d'autres. Si je vous avais dit il y a une dizaine d'années qu'on aurait 2 mandats de Trump, qu'on aurait le Brexit, qu'on aurait la guerre d'Ukraine, qu'on aurait une montée de la conflictualité dans le Moyen-Orient, bon, c'est un environnement horrible. Et pourtant, les performances, je ne parle pas des performances macro, mais les performances des marchés financiers d'actifs risqués ont été très bonnes. Il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, elles ont été très bonnes. Donc, ça prouve que le marché sait s'extraire d'une certaine manière, sait prendre du recul et est plus mature qu'on ne le pense généralement. Je laisse de côté la volatilité de court terme. Et c'est plutôt cet enseignement-là que j'aimerais délivrer devant vous aujourd'hui à vos auditeurs. Voilà. D'accord. Donc on est dans un monde de conflictualité et il y a des choses à exploiter dans un monde de conflictualité. Il y a la souveraineté militaire, il y a la souveraineté énergétique, il y a la souveraineté également technologique, la souveraineté sanitaire, alimentaire. Donc, ce sont des grandes thématiques. Les thématiques d'électrification du monde sont des thématiques qu'on peut exploiter dans une stratégie d'investissement. Donc, pour vous, les actifs risqués, en particulier évidemment les actions, restent, malgré des niveaux qui sont au plus haut historique, reste quand même une classe d'actifs qu'il faut avoir dans son portefeuille sur un horizon moyen long terme et ne pas avoir peur d'un niveau absolu qui laisse penser que les marchés s'arrêtent, le CAC s'arrête à 8002. Non, parce que de toute façon, le marché action historiquement monte et donc il n'arrête pas de franchir des niveaux historiques. Donc, et les points hauts historiques, statistiquement parlant, n'ont jamais inféré mécaniquement une performance négative ensuite. Il y a des montées qui peuvent durer très longtemps. Par exemple, entre mars 2009 et mars 2020, enfin plus exactement février 2020, juste avant Covid, le marché action n'a pas connu de marché baissier. Il a connu des corrections en 2018, en 2011, mais dans l'ensemble, ça a été une ligne droite. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'était une période merveilleuse, sur le plan macro, sur le plan politique, etc. Donc, les records sont naturels pour le marché action. En revanche, quand on regarde la performance future, sur les 10 prochaines années, par exemple, il est vrai que la valorisation absolue plaide plutôt pour une performance quand même plus faible durant les 10 prochaines années que sur les 10 dernières années. La prime de risque est très basse également. Donc historiquement, ça veut dire qu'on ne devrait pas enregistrer les performances si exceptionnelles qu'on a pu enregistrer en gros depuis 2009, normalement. C'est plutôt ça qu'il faut regarder plus que le niveau absolu des indices. Voilà. Mais dans l'histoire longue, l'actif qui délivre le plus de rendement et qui, au fur et à mesure du temps qui passe, est de moins en moins risqué, c'est la classe d'actifs actions. Depuis la fin du 19e siècle, on a des statistiques assez fiables qui nous viennent du prix Nobel d'économie, Robert Shiller notamment, qui montrent que les actions américaines, je parle bien des actions américaines, je ne parle pas des pays européens qui ont été frappés par les 2 conflits mondiaux, etc., mais les actions américaines rapportent net d'inflation et dividendes réinvestis plus de 6,5% par an. Net d'inflation. Donc l'inflation est déjà déduite de ce résultat. Voilà, mais en tenant compte des dividendes, bien sûr, dont le poids augmente au fur et à mesure du temps dans la rentabilité totale des actions. Et ensuite, beaucoup plus loin, vous avez les obligations, puis vous avez le monétaire, et puis vous avez aussi des actifs un petit peu moins importants, que sont les marchés immobiliers, les matières premières, dans la période plus récente, parce que c'est vraiment développé dans la période plus récente, le private equity, la private debt, les actifs non cotés, enfin, les infrastructures, etc. Mais c'est plus marginal. Je comprends. On va terminer avec notre troisième thème, les bulles. Parce que
même si effectivement on a une tendance moyen-long terme qui fait que les actifs risqués sont porteurs et qu'il faut en avoir dans son épargne, vous êtes bien conscient, et on est bien conscient qu'il y a certains actifs qui sont à des niveaux paroxysmiques. J'ai bien prononcé, je crois. Donc, en l'occurrence, est-ce que vous détectez des poches ou des actifs sur lesquels il faudrait quand même faire très attention? Il faut faire attention un peu à tout. D'accord. Donc, beaucoup d'actifs sont très chers aujourd'hui. Hein. Ouais. Et ce qui est cher rapporte moins dans le futur. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, le terme de bulle est probablement le terme le plus fascinant de la macrofinance, notamment dans la période contemporaine. Car personne ne sait définir précisément et de façon incontestable et donc non contestée, sinon il n'y aurait pas de bulle, voilà, le terme de bulle. Et je crois que la confusion vient souvent du mélange entre bulle et sommet de bulle. Ce que je dis souvent, c'est que des bulles, il y en a toujours eu dans l'histoire, et plus particulièrement depuis une quarantaine d'années, depuis la financiarisation du monde et depuis la progression de la dette du monde. Et donc, il y a eu beaucoup de bulles, des bulles actions, des bulles matières premières, des bulles immobilières, notamment qui a éclaté en 2007-2008 aux États-Unis, en Espagne et dans d'autres pays, et que c'est assez naturel. Mais une bulle peut durer très longtemps. Par exemple, je vais vous citer un exemple historique. L'un des meilleurs économistes de la première moitié du XXe siècle, qui s'appelait Irving Fisher, a dit en 1926 qu'il y avait une bulle sur le marché action américain. En 26, donc avant 29. Bien avant 29, et entre 26 et 29, le marché action a très nettement progressé. Donc il a averti les gens pour dire, en gros, retirez-vous du marché. Or, c'était une mauvaise idée, parce qu'il faut profiter de la bulle et se dégager avant le sommet de la bulle. Voyez ? Et d'ailleurs, il s'est complètement trompé, parce qu'après, une fois lorsqu'elle a atteint le 3 septembre 1929 son niveau le plus élevé, il a dit non, finalement, c'est assez normal, elles vont rester sur un plateau. Et puis, manque de chance, le marché s'est complètement renversé, donc il s'est pris ce qu'on appelle la porte de saloon. Donc après, pour un grand économiste comme lui, c'était très difficile. C'est pour ça que les prix Nobel, en général, se prononcent très rarement sur les marchés financiers. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une bulle peut durer très longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire qu'il y a une bulle ou pas une bulle, c'est quels sont les indicateurs qui nous permettent de détecter ex ante un sommet de bulle. Et nous avons d'ailleurs au KFV une revue spécialisée là-dessus qui s'appelle Bubble Watch et qui, à partir de 10 indicateurs à pondération fixe, essaye de voir si dans la tech américaine, aujourd'hui, il y a un sommet de bulle. Alors indéniablement, depuis le 30 mars, effectivement, les indicateurs sont montés. Et on voit qu'avec la dynamique d'IPO, c'est-à-dire d'introduction en bourse sur SpaceX ou sur d'autres... Voilà, il y a un petit effet emballant actuellement, mais on n'est pas à des niveaux maximum. Voilà. Simplement, ce qu'on voit quand il y a une forte montée de notre indicateur, en général, il faut plus un petit peu alléger. Voilà, alléger. Mais est-ce qu'on a un sommet de bulle aujourd'hui de façon incontestable ? La réponse est plutôt non. En revanche, on peut connaître encore de la volatilité, mais si vous regardez bien le Nasdaq Composite, il s'autorégule pas si mal. Par exemple, l'an dernier, on l'a peut-être un peu oublié, mais entre la mi-février et la mi-avril 2025, il a baissé de 24%. Effectivement. Les gens l'ont oublié. Et là, ça dégonfle un petit peu. Voilà, et entre fin octobre 2025 et fin mars, il a baissé de 12%. Et puis, je pourrais vous dire entre novembre 2021 et octobre 2022, il a baissé de 37%. Donc, il s'autorégule. Et à l'intérieur de la tech américaine, il y a des segments qui marchent beaucoup moins bien que d'autres. La tech n'est pas un univers totalement homogène. Ce qui marche bien, c'est surtout les semi-conducteurs. Les logiciels, la partie software, etc., marchent beaucoup moins bien. Donc, il faut faire preuve de nuance quand on parle de bulles, et notamment de bulles tech américaines. Très bien, Jean-Pierre. Écoutez, merci pour ce descriptif des bulles. Et en attendant de boire du champagne, nous vous attendons pour notre prochain rendez-vous dans 2 mois. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.